Hello, aujourd'hui je vais échanger avec Elodie H. Fredwell qui est auto-éditée. Vous avez déjà vu sur ma chaîne d'autres interviews de François Kuffs, de Daphné Millepied et d'Elodie Chantepied. Donc maintenant on va avoir les retours d'une nouvelle autrice ou auteur avec un E comme vous préférez, auto-édité. J'ai lu son livre Wire et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous ai fait une revue, je sais pas si elle sera déjà sortie ou pas sur cette chaîne, mais en tout cas j'en ai déjà fait des reels ou des réels ou des TikTok. On fera l'impasse aussi sur mon undercut que je dois recouper. Voilà, et en tout cas ça va être très intéressant. Je dois l'appeler dans quelques minutes, donc voilà, c'est pour ça que je vous fais la petite intro. Je vous montre mon nouveau t-shirt dont je suis pas peu fière, même si je n'arrive plus à parler. Et puis on va voir avec elle ce qu'elle pense de l'auto-édition, de son expérience, etc., etc. Et ça va être super intéressant. Par contre on n'est pas droit les gars, et ça va pas. Bon, j'ai enfilé mes écouteurs, désolée pour l'esthétisme, je n'ai pas de AirPods, je n'ai pas l'argent et je n'ai pas l'envie d'ailleurs non plus. Bref, j'appelle Elodie de suite, car nous avions rendez-vous à 14h et il est 14h. Alors toi par contre ton son il coupe. Merde, tu m'entends plus? Ah non, mais si, c'est là je t'entends, mais... mais genre ta question ça s'est coupé. Oh mais quel enfer. On va y arriver hein. Alors, je disais, vu que sur ma chaîne il y a des chances qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter du coup, s'il te plaît? Du coup moi c'est Elodie H. Fredwell, je suis autrice professionnelle on va dire depuis 2020 où j'ai publié mon premier roman. J'ai 27 ans. À côté, je suis communicante dans une agence de communication pour le moment et je suis en train de monter mon projet pour me lancer en tant que freelance. Ah, top! Toujours dans la communication. Donc ça va venir en 2023, logiquement. J'ai hâte de voir comment ça va se passer et puis voilà, voir un peu où est-ce que ça va me mener. C'est ça. Et du coup, question bateau, mais importante quand même, du coup tu écris depuis longtemps ou tu écris depuis 2020 justement, enfin ces environs-là, quand t'as commencé à écrire? J'écris depuis que j'ai à peu près 10 ans, où j'ai vraiment commencé à écrire. J'ai toujours eu envie en fait d'inventer des histoires, je me suis toujours inventé des histoires, ça a toujours été un moyen de m'échapper. Et je lisais pas tant que ça. Par contre, ouais, j'ai commencé à écrire quand j'étais en primaire, et puis après ça m'a jamais lâché en fait. C'est marrant que tu dises que tu lisais pas tant que ça, parce que c'est vrai que souvent les gens commencent par la lecture et après se mettent un peu à l'écriture aussi. Et moi j'ai un peu un parcours comme le tien, je lisais pas du tout de romans et j'ai commencé à écrire des romans avant de m'intéresser vraiment à la lecture. J'ai commencé à lire des romans plus début d'adolescence. Ouais, c'est ça. Mais avant j'étais surtout sur de la BD. Ah ouais. Donc je lisais quand même pas mal de BD. Mais t'as jamais écrit de BD par contre? Tu as toujours écrit en mode fiction, aux nouvelles, ou trucs comme ça? J'ai commencé par la fanfiction. En écriture, mais ouais non, le dessin j'ai essayé, mais ma sœur est clairement meilleure que moi sur ce domaine. Ah, vous pouvez faire des projets super cool toutes les deux au moins, vous êtes complémentaires. Bah au moins ouais voilà, on est super complémentaires, donc ça c'est super cool. Et comment t'as découvert l'auto-édition du coup? C'est quelqu'un qui t'en a parlé? C'est toi qui as fait des recherches? C'est ce que t'avais envie depuis le début ou... Moi j'ai eu une petite micro-expérience en auto-édition une fois qui s'est un peu mal finie, on va dire. Ah merde. J'étais vraiment toute jeune, c'était un éditeur belge et c'était un mec qui était pas très très clean. Ok. C'était un truc à compte d'auteur du coup? Donc j'ai jamais rien... Non, c'était une vraie maison d'édition à compte d'éditeur en fait. Mais c'est juste, le mec était pas... bon, c'était un peu un pervers narcissique et en plus on était quasiment que des personnes mineures dans son truc. Bref, donc très bien comme expérience. Mais heureusement j'avais rien signé. Ça m'a juste fait prendre conscience, ah ok, donc là faut que je fasse un peu attention. Parce qu'en fait on peut facilement se faire avoir. C'est ça, oui, les maisons d'édition, faut faire le tri, ouais. Bah ouais, après toutes ne sont pas comme ça. Heureusement là on est vraiment tombé sur un cas très exceptionnel. Oui. Mais ouais, c'était un peu space. Et en fait j'ai rencontré une illustratrice que je suivais déjà depuis un petit moment sur internet, qui s'appelle Tiff. Okay. Et qui m'a fait rencontrer en fait Yelena,
qui est la fondatrice de Génération Écriture, pardon, association d'écriture dans laquelle je fais partie. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai pu voir en fait le parcours de cette autrice, donc Yelena. Et elle s'est lancée en auto-édition. Alors, si je me trompe pas, sa campagne Ulule, c'était en 2017. Ah oui, elle a commencé déjà depuis un moment, du coup, ouais. Ouais, et en fait, ça a été, dans mon cercle, en tout cas, de personnes que je connaissais et tout, dans l'écriture, ça a été la pionnière, en fait, de l'auto-édition, et qui a montré un peu la voie aussi à plein d'autres jeunes auteurs, comme moi, par exemple. Et sa campagne Ulule, ouais, elle a fait... ça a été un carton. Trop bien. Sur en plus un gros roman de fantasy, vraiment un peu traditionnel et tout. Donc c'était vraiment un premier pas vers l'auto-édition où je me suis dit, ah ouais, ok, tout le monde est capable de le faire. Non, mais c'est cool que tu aies eu quelqu'un du coup qui ait pu te montrer la voie, parce que souvent c'est des gens, ils tombent un peu au hasard sur internet en faisant des recherches de comment te faire éditer, etc. Et toi, du coup, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un avec qui échanger sur l'expérience, sur la méthode et tout. Donc, c'est super cool que tu aies pu avoir ça. Ouais, c'est ça. Voir comment elle s'est débrouillée, comment elle a construit sa communauté. Bon, elle a réussi à se construire une grosse communauté à la base sur Skyrock, parce que moi, je faisais partie du Skyrock littéraire. Je sais pas si toi, tu connais un peu un petit peu, je suivais un petit peu, ouais. Et du coup, moi, j'ai commencé là-dessus. Donc moi j'ai commencé à publier mes histoires sur Skyrock, donc c'était beaucoup de fanfiction ou des one-shots, en fait des courtes nouvelles fanfictives, et j'ai découvert donc Génération Écriture, l'univers littéraire de Skyrock. C'était excellent, en fait, on pouvait échanger très facilement avec plein d'autres auteurs, et du coup j'ai rencontré Yelena comme ça. Trop top. Et donc j'ai suivi son parcours. Ouais, t'as pu être inspirée du coup par une personne. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Parce que tu me dis que t'étais déjà sur Skyrock, Skyblog, pardon. C'était Skyrock et Skyblog d'ailleurs, je crois que c'était... On pouvait faire les deux. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes écrits à d'autres personnes, du coup parce que du coup, t'étais jeune quand t'as commencé sur Skyblog, du coup, j'imagine. Ouais, j'ai commencé, j'avais 12 ans, je crois, donc vraiment à créer mes premiers blogs et tout. Et en fait, je sais pas trop comment ça a commencé. Parce que, en fait, je me rappelle, il y a un été où je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie d'écrire un truc, une fanfiction sur un truc. Je savais même pas que ça s'appelait fanfiction. Oui, c'est ça. C'était sur une série. Que j'adorais et que je regardais beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, je vais écrire un truc. Et en fait, je me suis dit, je vais continuer. J'ai adoré faire ça. Et donc j'ai continué, j'écrivais beaucoup à la main aussi. Okay. Quand j'ai commencé à écrire sur ordi, du coup, j'ai commencé à publier sur Skyrock. Et rapidement, en fait, c'est les retours des lecteurs, de voir qu'il y avait de plus en plus de lecteurs, en fait, qui venaient et qui lisaient, des gens que je connaissais pas. Et je me suis dit, ah mais en fait, je peux partager mes écrits comme ça marche et c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc le partage d'écriture, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait, en fait. Ouais, du coup, au final, t'as commencé super tôt, donc c'est super cool. Tes proches, ils savaient que t'écrivais, ou tu leur montrais pas du tout Mes parents, ma sœur savaient. Je pense que mes grands-parents, mes tantes et tout le monde savait plus ou moins que j'écrivais, parce que comme tout le monde savait que ma sœur dessinait, en fait, parce que ça se voyait, vu qu'en repas de famille, c'était pas rare que je prenne une feuille et que j'écrive des trucs. Par contre, dès que je suis arrivée plus collège, lycée, tout ça, j'évitais d'en parler aux autres. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ouais, c'est toujours quelque chose dont on a un peu honte à l'adolescence, je trouve. Enfin, moi j'en avais honte. C'est un peu ça. J'osais pas, tu vois. Je me disais, on va se foutre de ma gueule si on lit ce que j'écris ou si c'est mauvais, etc. Ouais, il y avait un peu ce côté, de peur de, qu'on se foute de toi alors que c'est ta passion et que, c'est aussi légitime que d'aimer faire du piano, tu vois. Non mais de ouf. Voilà. Et du coup, tes proches, ils t'ont lu. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ouais, non, t'inquiète. Ma mère m'a lu. Ça a été la première d'ailleurs à lire ce que j'écrivais. Et à m'encourager aussi à me dire, continue, en fait, c'est cool. Trop bien. Et puis tu vas apprendre et tout. Donc, et je pense que ça a été, oui, vraiment ma première lectrice. Ma sœur m'a lu aussi. Un peu moins parce qu'elle était plus
plus vraiment dessin et tout, et elle lisait pas beaucoup au début. Et ouais, sinon après c'était les personnes du coup sur internet qui me lisaient, mais sinon dans mes proches il y avait quasiment que ma mère en fait. D'accord, ok, c'est intéressant de voir que, parce que des fois il y en a ils montrent tout à leurs proches, il y en a ils cachent ça à leurs proches et on apprend ça une fois qu'ils sont auto-édités limite. C'est ça. Mais c'est intéressant de voir les parcours de tout le monde. Toi tu t'es questionnée sur ta légitimité en tant qu'écrivaine ou pas du tout? Parce qu'il y en a plein tu vois qui parlent des études qu'il faut faire, justement de la légitimité de la maison d'édition et de côté négatif, enfin des gens qui voient l'auto-édition de manière négative et tout. Toi tu t'es questionnée sur cette question de légitimité ou t'as toujours voulu écrire et du coup, les couilles, tu t'en fiches un petit peu du regard des autres? Alors j'ai passé beaucoup de temps à ne pas me questionner du tout. Trop bien. À me dire, j'ai envie d'écrire, je publie, Vas-y, j'ai des blogs, c'est rien... Enfin, en fait, pour moi, il n'y avait pas forcément d'enjeu. C'était, je publiais, je faisais par lire, je relisais vite fait mes textes, mais en gros, ils étaient bourrés de fautes et tout. Mais en fait, je m'en fichais parce que j'avais mes petits blogs avec mes petites fanfictions, avec mes petits écrits, et je m'éclatais en fait. Et c'était vraiment le principal pour moi. J'ai commencé à douter de ma légitimité quand j'ai commencé à écrire des histoires originales, donc à quitter un peu l'univers de la fanfiction pour écrire mes propres romans, où là je me suis dit, est-ce que vraiment je vais me lancer dans une fantaisie en 5 tomes pour un premier roman? Clairement non. Faut pas faire ça. On va commencer par un truc un peu plus petit. Ouais, voilà, non, franchement, j'avais pas du tout anticipé la charge de travail en fait derrière ça, mais j'avais commencé à publier, j'avais eu des premiers retours vraiment très très encourageants. D'ailleurs, un des retours qui m'a le plus marqué, ça a été celui d'Olivia Gomez, qui aujourd'hui est publiée chez Beta Publisher, et avec qui je discutais énormément sur Skyrock, parce qu'elle avait une histoire de fantasy qui est d'ailleurs publiée maintenant. Et en fait, on échangeait énormément justement sur l'univers et tout, et elle m'a donné plein de clés pour pouvoir améliorer mes univers fantasy. Malheureusement, j'ai abandonné cette histoire fantasy. J'étais clairement pas prête en fait à faire ça, c'était trop de boulot. Ouais, faut se rendre compte de la charge du travail quand t'as un taf à côté ou t'as des études ou autre, c'est vraiment une charge de travail monstrueuse aussi quoi. Puis j'avais pas encore lu assez de fantasy aussi pour me rendre compte des codes, de certains trucs qui sont assez propres au genre, donc j'étais encore très très novice quand j'ai commencé. Je me suis dit, j'ai envie d'un truc avec des dragons, vas-y, on va écrire un truc avec des dragons, et voilà quoi, c'était ça. Ce qui est déjà une très bonne chose. Oui, mais bon, ça suffit pas quoi d'avoir des dragons. Tu parlais de l'éditeur belge là, du coup, toi t'as envoyé d'abord tes textes en maison d'édition, enfin t'as d'abord tenté cette voie-là ou tu le faisais en parallèle aussi de l'auto-édition, enfin comment t'as commencé à mettre le pied un peu là-dedans plus professionnellement, on va dire? En fait, l'éditeur belge nous avait contactés sur nos blogs Skyrock à l'époque. Donc moi j'avais, je sais même plus, je crois que c'était en 2016, 2015 peut-être. Je t'avoue, j'étais vraiment ado et j'étais au lycée et c'était... en fait, on prenait ça... En fait, il a contacté d'abord une de mes potes. Et après, elle nous a dit, vas-y, on essaye de faire toutes les 4, de se lancer là-dedans. On écrivait toutes les 4, donc... on s'est dit, ouais, il y a un éditeur qui nous contacte, tu te rends compte tout. Et en fait, moi, j'ai écrit des petits textes qui sont parus dans des recueils. Mais j'ai jamais envoyé de roman. À l'époque, j'avais commencé Wire, mais j'ai failli signer. Il m'a fait un contrat pour Wire, je l'ai jamais signé. Et j'ai bien fait, clairement, parce que sinon j'aurais tout perdu. Maintenant, au niveau des droits, c'est hyper compliqué, du coup, Wire, ça fait super longtemps que t'es dessus, du coup. Oui, clairement, ça fait très longtemps. J'ai commencé au lycée. C'est pas un reproche, mais du coup, ça m'impressionne. Non, ça fait 10 ans et que j'ai commencé vraiment l'histoire. Et il a subi quelques modifications pendant ces 10 ans, évidemment. Je l'ai commencé en 2012. Et après, je l'ai écrit une première fois, je l'ai écrit une deuxième fois, une troisième fois, et après je me suis dit, bon, on est en 2020, va peut-être falloir que j'en fasse quelque chose de ce roman. Ça serait pas mal. Et c'est là que tu t'es lancée dans l'auto-édition, du coup.
C'est ça. Et bah du coup, avec le parcours que je t'ai dit, un peu avec Yelena qui l'avait fait, j'ai vu d'autres campagnes en fait de financement qui se montaient, d'autres personnes qui se disaient ah mais ouais en fait bah, l'auto-édition ça existe, il n'y a pas que les maisons d'édition en fait, il y a d'autres chemins possibles comme ça. Mais c'est vrai que les lecteurs et les lectrices, tu vois, ils se perdent un petit peu encore avec l'auto-édition, je trouve, parce que bah, justement, il y a encore cette image de maison d'édition égale gage de qualité aussi. Puis l'auto-édition, des fois, on trouve pas les livres en librairie, on les trouve pas forcément sur Amazon. Et du coup, il y a les gens, ils s'y perdent un petit peu et tout. Toi, tu t'as fait comment, du coup, pour ton auto-édition? T'es passé par un prestataire type Librinova ou c'est toi qui as tout fait, la maquette, etc. et t'as juste un imprimeur ou quelque chose comme ça? Alors, du coup, moi quand j'ai commencé Wire, je voulais déjà que ma sœur fasse la couverture. Donc j'avais fini le roman. Envie, ouais, j'avais fini le roman et j'ai demandé à ma sœur, qui est illustratrice, du coup, c'est Passy sur, enfin tu l'as rencontrée, mais c'est Passy sur Instagram. Et elle m'a dit ouais, pas de souci, je te fais la couverture. Donc elle m'avait fait un petit prix parce que bah, elle n'était pas encore officiellement lancée. Donc c'était très très bien en fait moi pour commencer, pour me dire bon bah voilà, je vais publier ce roman. Après, moi je suis une habituée aussi bah, d'internet, des communautés d'écriture, donc j'avais fait appel à des personnes pour bêta-lire mon livre et pour le corriger. Donc c'était des personnes bénévoles, donc on fait bah, ce qu'elles ont pu en fait sur le roman pour l'améliorer et tout, pour en faire une première édition. C'est déjà cool parce qu'il y en a tellement qui passent pas par de bêta lecteurs, c'est tellement important comme étape pour toi. Carrément, c'est hyper important, mais du coup, maintenant je sais qu'il faut trier aussi les bêta lecteurs que tu veux et ceux que tu veux pas, et que tu fasses vraiment une fiche de bêta lecture. Enfin voilà, j'ai beaucoup appris parce que en fait au début je me dis bon, j'envoie mon bouquin à des personnes, elles le lisent et après elles me disent ce qu'elles en pensent. Ben en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux une vraie bêta lecture, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc mais bon, c'était les premiers pas. Je me dis bon, au moins j'ai fait cette démarche là de pas le relire moi-même et de pas le corriger moi-même. Ensuite, j'ai fait la maquette moi-même. Donc, comme j'ai des bases de graphisme, InDesign, je maîtrisais déjà bien. Donc, en fait, je me suis pas posé la question. La maquette, oui, tu l'as fait toi-même. Ouais, je l'ai fait moi-même. Sans doute pas forcément comme il faut faire, tu vois. Mais au moins, elle était faite. Et après, j'ai cherché en fait une plateforme, donc un peu comme Librinova, tu vois. J'ai cherché une plateforme pour pouvoir avoir de l'impression à la demande. Parce que je voulais pas m'emmerder avec du stock. Ou pas trop de stock, tu vois. Ouais, bah oui. Surtout au début. Ça pas avoir 1000 bouquins chez toi. Ouais, voilà. Et puis bah, le coût, voilà, ouais, c'est ça. J'avais envie vraiment de. Et puis bah, l'impact écologique aussi, j'étais déjà très investie aussi. Tu étais déjà sensibilisée à ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc je voulais continuer en fait sur cette lancée de écologie, plus les coûts, plus ne pas avoir des cartons plein mon appart, quoi, plein ma chambre plutôt à l'époque. Du coup, j'ai comparé plusieurs plateformes, dont The Book Edition et Colibri. Il me semble que les deux sont françaises. The Book Edition, c'est sûr, mais Colibri, il me semble que c'est français aussi. Et j'avais regardé un petit peu les avis justement clients des deux. Et le gros point noir de Colibri, c'était le service client qui n'était pas à la hauteur. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Okay. Il y avait beaucoup de commentaires qui disaient que l'impression était top et tout, qu'il n'y avait pas de problème sur les produits, sur les prestations. Par contre, dès que tu avais un problème sur la plateforme ou même tu avais besoin d'avoir affaire au service client, tout de suite... Ouais, t'avais pas d'intermédiaire. Ah ouais, non, c'était hyper compliqué et pas un service client de qualité du tout. Alors que sur The Book Edition, en fait, il y avait des meilleurs avis sur l'avis client, tu vois. Donc, je me suis dit... c'est plus encourageant aussi d'avoir un intermédiaire, c'est hyper important aussi quand tu commences. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis... c'est ça, je me suis dit, si jamais j'ai un problème, moi, c'est le premier livre que je fais, j'ai envie d'avoir un intermédiaire si jamais il y a un truc que je comprends pas, tu vois. C'est pas mon métier, en fait, Complètement. L'impression, donc voilà. Donc, je suis partie sur The Book Edition. Et en fait, j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il y avait une imprimerie derrière qui s'appelle Reprocolor, qui est basée à Lille. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a des professionnels en fait, qui sont derrière la plateforme. C'est pas juste une plateforme qui a été faite comme ça pour faire joli. Il y a vraiment une imprimerie derrière. C'est ça qui a fini de me convaincre en fait, de prendre cette plateforme-là plutôt qu'une autre. T'as pas envie non plus d'acheter
ton livre justement qui fasse 4 fois le tour du monde et qui soit imprimé sur un papier qui a lui aussi fait 4 fois le tour du monde. C'est ça. Enfin, savoir que c'est à Lille et tout, c'est quand même super cool aussi. Enfin, moi, c'est pareil, je passe par une plateforme qui s'appelle Imprime, de peut-être imprimer son livre, mais au final, c'est un imprimeur qui est en Bretagne, quoi. Donc, c'est rassurant aussi, quoi, d'un côté. T'as eu un correcteur ou une correctrice, du coup, ou pas? Alors, pour la première édition de Wire, donc pour mon premier livre, donc et Pouvoir, le premier tome de Wire, j'ai fait appel à une correctrice qui est aujourd'hui bien installée et ça marche super bien. Mais à l'époque, elle s'était pas lancée, donc elle l'a fait bénévolement. Et, mais donc du coup, oui, j'étais quand même entourée par des personnes, oui, qui m'ont t'as pas lancé texte, ça toute seule. Et je l'ai pas fait moi-même, quoi. Non, ça c'est cool. Ouais, non, c'est cool parce que c'est vrai que souvent quand on tâtonne avec l'auto-édition, on a tendance à lâcher son texte un peu comme ça. Ouais. Et c'est super cool, toi, justement, que pour ton premier roman, t'aies eu et les bêta-lecteurs et les correcteurs, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment super chouette. Donc, du coup, toi, t'as pas de stock du tout chez toi? Enfin, si, t'en as un peu pour les salons, non? Oui, j'imprime, en fait, j'imprime un petit peu quand même pour les salons. Mais j'évite d'avoir trop de stock. Là, le premier stock que je m'étais constitué, c'était parce que j'avais fait des précommandes pour la sortie du coup de Wire 1. Ah oui. Donc je fonctionnais en précommande parce que c'était de l'impression à la demande et tout. J'étais pas du tout sur Amazon parce qu'à l'époque je me disais bouh Amazon, non, je n'irai jamais là-dessus. Voilà. C'était un peu mon côté militante qui disait non, pas Amazon. Je comprends. Et en fait, je m'étais constitué mon premier stock comme ça grâce aux précommandes. Donc tout le monde m'avait payé en avance et moi j'avais envoyé après. Toi, au niveau diffusion, tu fais juste des salons ou t'es aussi, tu démarches des librairies, tu marches mieux sur Internet, ou autrement? Ça se passe comment, toi, pour vendre tes livres principalement? Au tout début, c'était que en face à face. Donc avec des personnes généralement que je connaissais, des proches de la famille ou des amis qui me commandaient les livres directement en fait, et puis en fonction de mon stock, je faisais un peu comme ça. Là cette année j'ai démarché 2-3 librairies pour pouvoir avoir mes livres dedans, mais c'est vraiment je commence tout juste, tu vois, le côté un peu démarchage et tout, parce que il faut du temps en fait. C'est long aussi. C'est long, il faut du temps. C'est ça. Faut quand même un peu se faire connaître aussi, avoir confiance en son livre. Réussir à se vendre, moi j'ai du mal pour le coup. Je trouve que c'est hyper dur, tu vois, de venir avec ton bouquin et de dire bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ouais, non, mais c'est un vrai métier d'être commercial. Enfin, je sais pas pour toi comment ça se passe, mais moi en salon par exemple, je suis typiquement une très mauvaise vendeuse en fait. Enfin, moi je vais passer la journée derrière ma table et je dis bonjour, et si on me parle pas, j'ai trop de mal à lancer la conversation, alors qu'il y en a, tu vois, qui sont hyper avenants, hyper à l'aise avec l'exercice. Enfin, c'est vrai que les salons du livre, c'est quand même très particulier aussi comme démarche de vente. Enfin, faut vraiment être commercial, vu qu'on est 50 dans la même pièce, tu vois. Et je sais pas, toi, t'es à l'aise avec ça ou pas du tout? Moi, j'emmène ma sœur en salon, qui est bien plus à l'aise, bizarrement, elle est bien plus à l'aise en fait avec tout ça. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que on a sorti donc une fois que j'ai sorti Wire, en fait, on a fait une campagne de financement participatif pour Cœur de Louvre, qui est un conte illustré. Et donc une histoire que moi j'avais écrite, je lui ai demandé d'illustrer en fait. Et ça a été son premier gros projet d'illustration après ses études. Et en fait, moi je sais pas le vendre ce bouquin, vraiment. Et elle le connaît tellement par cœur parce qu'elle a tellement bûché dessus que du coup, mais elle le vend super bien. Donc généralement, en salon, c'est elle qui commence. C'est elle qui commence à parler de ça et en fait, elle se débrouille très bien. Et en fait, j'apprends énormément à ses côtés parce que je pense que comme elle n'a pas écrit le livre, elle a plus de facilité aussi à le vendre parce qu'en plus, elle connaît l'histoire d'une autre façon que moi, je vais la connaître. Et elle m'expliquait que... oui, c'est vrai. En fait, moi, en tant qu'autrice de l'histoire, je me focalise en fait sur des détails qui vont pas être importants pour la vente du livre. Alors qu'elle, elle va donner en fait des grands aspects qui sont vraiment vendeurs, qui sont vraiment marketing. Et en fait, c'était hyper intéressant d'avoir son retour là-dessus. Donc elle a jamais appris à pitcher.
Et pourtant, elle m'a appris. Non, mais elle est à l'aise avec ouais, elle est l'exercice. super à l'aise et elle m'a appris du coup à pitcher mes romans. Même pour Wire, on a fait, encore cette année, on a fait un salon où je le vendais comme du young adulte. Et en fait, elle m'a dit, mais il faut que tu arrêtes en fait, de dire que c'est du young adulte ou que c'est pour des adolescents parce qu'en fait, les gens qui viennent parce que la couverture leur plaise, et ben en fait, ils l'achètent pas parce qu'ils se disent, ah bah je suis pas la cible. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ok, faut que je change mon discours, tu vois. Mais ça demande. Non, mais c'est bien d'avoir une personne extérieure qui revoit aussi ton discours parce que c'est. Enfin, moi je fais des salons depuis 2019 et là, depuis peu, mon copain il m'accompagne et c'est pareil, vu que c'est pas lui qui a écrit, et ben il arrive à vendre mes livres. À chaque fois que je vais aux toilettes ou prendre un café, il m'a vendu un livre, ça me rend ouf. Et du coup, au moins, c'est pareil, il a le regard extérieur de me dire, mais arrête de dire ça parce que ça donne pas envie aux gens, ça va les freiner, alors que toi tu penses que c'est un truc important à dire sur ton roman ou que c'est un moyen de le vendre, et en fait pas du tout. Et du coup je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui peut avoir justement ce regard extérieur sur toi, ta façon de vendre ton livre, quoi. Oui, c'est ça. Et t'es à l'aise toi du coup avec l'expérience, enfin tu vois, je sais pas comment dire, en salon, c'est un truc auquel je me suis pas attendue, après c'est pas dans tous les salons non plus, mais dans certains salons du livre, tu vois, moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même une certaine concurrence entre les auteurs, tu vois, en fonction d'à côté de qui t'es situé. Il y en a, tu vois, qui, dès que tu parles avec quelqu'un, qui essaye de te voler, entre guillemets, le lecteur ou la lectrice. Et je sais pas si c'est quelque chose, toi, que t'as ressenti ou qui t'a mis mal à l'aise ou que t'as pas vécu, justement, et ce qui serait top, d'ailleurs. Alors, j'ai pas du tout vécu ça, moi. En salon, généralement. Trop bien. On essaye toujours avec Cyrielle de faire le tour des stands, de discuter, tu vois, comme on a fait quand on s'est rencontrés. On essaye de faire, faire le tour, de rencontrer d'autres gens. Moi, je suis pas du tout dans l'optique que c'est des concurrents. Pour moi, on est tous collègues, on a tous quelque chose à vendre, on a tous nos univers en fait à faire découvrir. Et je suis toujours super intéressée en fait de discuter avec les autres auteurs, avec les éditeurs. Ouais, non mais ça dépend vraiment sur qui, bien tombe sûr. au final. Hein, parce que après moi j'ai vu un gros avant-après Covid, tu vois, enfin les salons en 2019, généralement moi j'étais la seule nana et la seule personne de moins de 50 ans aussi, tu vois, donc c'était pas du tout le même, la même ambiance aussi forcément. Là maintenant il y a de plus en plus de personnes de moins de 30 ans qui se lancent, il y a beaucoup plus de femmes aussi dans les salons du livre, et du coup il y a quand même une ambiance générale qui est beaucoup plus mixte et du coup bienveillante là-dessus. Et c'est vrai que les auteurs maintenant se donnent beaucoup plus de conseils qu'avant, et c'est top, tu vois, justement si toi t'as pas ressenti cet aspect concurrence, parce que moi tu vois en 2019 les premiers salons que j'ai fait, je me suis dit mais oh mon dieu, je vais me faire manger par tout le monde, c'est pas possible. Et c'est vrai que maintenant tu vois c'est quelque chose que je ressens beaucoup moins en tout cas, donc c'est cool si toi tu l'as pas ressenti du tout. Ouais, non vraiment, moi je le prends plus comme une expérience où tu vas forcément rencontrer des gens qui ont une vision en fait complètement différente. Là, un des meilleurs salons que j'ai fait cette année, bon j'en ai pas fait beaucoup en même temps, mais là j'ai fait celui de Creuilly avec Daphné Millepied. Et j'ai rencontré, on était très peu nombreux déjà. Donc on était, je sais plus, 6 je crois. Ah mais c'est cool, ça permet de bien discuter. Ouais, c'est ça. Et on a tous discuté les uns avec les autres, on a tous découvert en fait les romans des autres, et c'était super cool. Et moi c'est ça en fait que je recherche en salon, c'est plus pouvoir faire des rencontres, pouvoir discuter de son expérience sur l'auto-édition notamment, ou sur l'édition tradie. Oui, parce qu'il y a des auteurs hybrides aussi en salon qui sont des fois édités et auto-édités aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des expériences d'un peu tout le monde. Il y en a qui arrivent à en vivre, toi c'est ton cas ou pas du tout? Est-ce que c'est un objectif ou même pas? Tu le vois comment toi? En vivre, c'est un bien grand mot. Non, mon but c'était d'arriver à l'équilibre. Donc là j'ai commencé en 2020, je suis toujours pas arrivée à l'équilibre. Parce que notamment moi je suis sous le statut artiste-auteur, donc déjà il y a les charges URSSAF, il y a plein de choses à payer, les couvertures, correction, donc j'ai toujours une différence. Oui, voilà, les frais de salon parfois. Après c'est bien quand on est payé aussi en salon, c'est hyper cool. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on se dit cool, ouais, et il est temps qu'on soit payé quand même pour nos prestations, ce serait chouette. Et du coup, au niveau investissement, toi, c'est ton job à côté qui te permet de payer tout ça, ou est-ce que tu passes par des cagnottes, tu fonctionnes comment?
Si c'est pas indiscret, si t'as pas envie de répondre. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis totalement transparente là-dessus. Au tout début, donc moi, c'était de l'argent que j'ai investi directement de ma poche pour le premier, pour Wire. Pour Cœur de Louvre, on a fait une campagne de financement sur Ulule. Okay. Donc du coup, on a quasiment rien sorti de notre poche, mais par contre, on n'a rien gagné. Ouais, mais déjà, t'as rien sorti de ta poche, c'est super chouette quand c'est comme ça, déjà. Ouais, donc c'est bien. On a sorti de notre poche après, par contre, pour réimprimer. Ok, ouais. Mais bon, on a eu de l'aide et tout, donc non, ça a été, ça s'est bien fait. Un jour, j'ai un peu moins dépensé parce qu'en fait, j'avais que la correction à faire, que la correction à payer. Parce que la couverture, c'est moi qui l'ai faite, donc ça, j'avais pas de frais, beaucoup de frais sur ce roman-là. Pour Wire 2, par contre, j'ai eu donc la couverture, donc là, payée plein pot parce que Cyrielle, elle est. Voilà, c'est ça, elle est installée. Voilà, elle est vraiment illustratrice pro, donc là, il n'y avait plus question de faire le prix qu'elle m'a fait pour Wire 1, ce que je comprends très bien, parce qu'elle a besoin de vivre aussi, tu vois. Non, mais complètement, mais c'est cool aussi d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y en a plein, tu vois, qui payent pas les illustrateurs, qui essayent de gratter justement des illustrations gratuites ou des choses comme ça. Et c'est cool que t'en parles ouvertement, et en plus, toi, c'est ta sœur, tu vois, elle pourrait typiquement te le faire... justement en prix d'amis ou que sais-je, et non, c'est important aussi de payer les auto-entrepreneurs, les artistes, etc. Donc c'est cool, quoi. Par contre, toi, de ton côté, évidemment, ça te fait plus de frais, en effet. Oui, évidemment, mais je trouve ça plus gratifiant aussi de se dire, j'ai vraiment payé une professionnelle, que ce soit ma sœur ou pas, pour faire ma couverture, en fait. Et je trouve ça normal, hein, tout simplement. Et j'ai dit à ma sœur, mais tu me fais pas de prix, en fait, tu me fais le prix que tu ferais à n'importe qui. C'est pas parce que je suis ta sœur que ça change pas que ce soit, en fait. Je suis une cliente. Trop bien, c'est hyper pro, quoi. Même si c'est des amis. Ma correctrice, c'est une amie de très longue date aussi, qui est installée en tant que correctrice depuis quelques années. Et à chaque fois, je lui dis, non, mais tu me fais le prix que tu ferais à qui que ce soit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... oui, sinon ils s'en sortent pas non plus. Personne s'en sort, sinon. C'est la galère. Tout le monde galère avec les sous, donc je vois pas pourquoi moi je paierais moins cher parce que je suis pote ou sœur de quelqu'un, tu vois. Et donc la prochaine étape, ça va être de payer des bêta-lecteurs, au moins pour la toute dernière bêta-lecture, tu vois, vraiment de la version finale. Mais pour le moment, financièrement, c'est un peu compliqué. Je le ferai sans doute sur d'autres projets, mais pour Wire, j'ai pas pu le faire. Pour l'instant, moi non plus, j'ai pas passé ce cap-là de payer des bêta-lecteurs, ce qui est hyper intéressant parce que c'est pareil, c'est des gens qui vont te le faire aussi vite, dont c'est le travail, qui ont l'habitude, et c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, ça rajoute trop au niveau budget, quoi, de payer un bêta-lecteur pour l'instant. Ça rajoute entre 300 et 500 balles, quoi. Donc tu payes 500 balles de couverture, tu payes 500 balles de bêta-lecture, tu payes 300 balles de correction. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Vraiment, et après, faut que t'imprimes ton livre. Oui, voilà. Donc franchement, non, c'est beaucoup de frais. Mais c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est préparez-vous à investir quand même beaucoup d'argent pour pas forcément retrouver votre argent derrière. Enfin, faut s'y attendre. Ouais. Après, il y a des personnes comme Yelena qui arrivent à sortir de l'argent, qui le réinjectent et tout dans leurs livres. Parce que, je pense qu'il faut le temps aussi, tu vois. Enfin, chacun prend le temps de faire sa carrière petit à petit, et petit à petit, t'apprends à te faire connaître aussi. Et plus ça va, plus tu vends aussi, je pense, quoi. Mais ça prend du temps, il faut être patient. Et c'est vrai que par contre, si tu veux te lancer dans l'auto-édition et pas faire un livre bourré de fautes et moche, ça demande du fric, quoi. Voilà, c'est ça. Donc faut faire des choix aussi. Ouais, c'est ça. Puis faut faire des choix, faut investir là où tu penses que c'est le mieux. Moi, je savais que pour un jour, comme c'est un tout petit format, que c'est un petit livre, j'avais pas envie que quelqu'un me fasse la couverture. Moi, je suis graphiste de profession, donc je me suis dit, je vais faire une couverture. Et en fait, je suis super contente du rendu, et généralement, on fait des très beaux compliments aussi sur cette couverture-là. Donc, je me dis, ça suffit largement pour ce roman-là. Toi, t'es contente, du coup, globalement, de ton expérience avec l'auto-édition, du coup ? Ouais, globalement, je suis super contente. Moi, j'ai commencé l'auto-édition parce que j'avais envie de découvrir l'édition par moi-même. Et je suis un peu contrôle fric aussi sur les bords. Donc, du coup, j'avais envie vraiment que mes romans soient millimétrés comme moi je voulais. Mais du coup, ça m'a... C'est vrai qu'il y a ça aussi, ça te donne la liberté folle. Ça. Et en plus, comme tu dis, on t'apprend beaucoup. Enfin, on fait 1000 métiers en même temps, entre la com, la diffusion,
les maquettes, tout. Enfin, c'est vraiment très complet, quoi. Ouais, et puis je trouve que ça te donne pas mal de clés aussi pour après te lancer en maison d'édition. Moi, j'aime bien en fait le fait d'avoir commencé l'auto-édition et me dire que maintenant, ok, là, j'aimerais bien envoyer des romans en maison d'édition. Ouais, c'est quelque chose que t'aimerais faire, ouais, quand même, d'envoyer tes textes. Bah ouais, j'aimerais bien. Mais maintenant, du coup, je sais comment ça fonctionne. Je sais les coulisses. Enfin, savoir ce que tu veux et pouvoir leur dire aussi. Parce que des fois, t'arrives en maison d'édition et t'es un peu, bon, bah oui, faites ce que vous voulez, moi j'y connais rien. Et là, au moins, tu sais que... Du coup, c'est en projet pour toi d'envoyer tes textes à des maisons d'édition ou tu l'as déjà commencé? Alors, j'ai pas commencé, mais là, je suis en train d'écrire un roman fantasy qui s'appelle Le Trésor de Neverland, donc qui est une suite en fait de Peter Pan. Et donc c'est un très gros roman que j'aimerais bien envoyer en fait à différentes maisons d'édition, dont une qui fait un appel à texte justement exprès sur les suites de contes célèbres. Donc du coup j'aimerais bien tester. Je me suis dit ce serait l'occasion de tester aussi mon texte, ma plume sur d'autres formats. Donc on verra ce que ça donne. Je te dirai l'année prochaine. Alors je te le souhaite pas, mais imaginons il est refusé, tu l'auto-éditeras après du coup ou tu sais pas du tout? Je sais pas encore. Idéalement oui, mais par contre si vraiment je trouve pas du tout de maison d'édition, ouais je pense que je testerai campagne Ulule, vraiment un truc assez béton pour pouvoir le sortir. Parce que ça me ferait vraiment chier que personne ne lise ce bouquin, clairement. Mais, c'est ça, ouais. Mais du coup, ça me dérange pas, si tu veux, de repasser à l'auto-édition après. Par contre, c'est sûr que je le financerai pas toute seule. C'est impossible. Oui. En tout cas, c'est cool si tu regrettes pas du tout ton expérience en auto-édition et tout, et que ça se passe bien. C'est top, parce que c'est vrai que des fois, il y a des parcours où les gens, tu vois, ça fait un peu des hauts, des bas, des petites baisses de morale, et puis finalement, ils y reviennent. Il y en a toujours des moments où, par exemple, après un salon, où tu te dis, putain, j'ai vendu 2 bouquins sur toute la journée. Ouais, ça pique, ça. C'est un peu frustrant, et en fait, au salon d'après, t'en vends 10, tu te dis, ok, bon, le problème ne vient pas forcément du roman, ça vient peut-être de la cible du salon, ça vient peut-être du moment, si le salon est en fin de mois. Ouais, voilà, enfin... En fait, faut pas toujours remettre en question ses capacités, faut pas toujours remettre en question sa légitimité aussi, parce que on vend pas. Enfin, je pense que faut savoir se remettre en question au bon moment, mais faut pas tout remettre en question tout le temps, quoi. Très belle parole. On va clôturer sur ça. On apprend de ses erreurs aussi, tu vois, parce que j'étais pas comme ça il y a 2 ans, tu vois, mais... Non, mais c'est intéressant en même temps de voir aussi de l'optimisme dans tout ça, parce qu'il y en a plein qui commencent à baisser les bras aussi, des fois, parce que au bout de 2-3 ans, c'est fatigant, tu vois. Et du coup, c'est cool quand il y en a qui s'accrochent à tout ça. Et est-ce que, du coup, maintenant que j'ai fini de te poser toutes mes questions reloues, est-ce que tu veux bien nous présenter tous tes livres, si tu les as sous le coude? Yes, on va commencer par le tout premier qui est sorti, donc qui est Wire. Qui est sorti en 2020, qui a été réédité cette année. C'est de la science-fiction, un peu anticipation, dystopie surtout. Ça se passe en 2017, c'est 2 adolescents qui ont été enlevés de leur pays natal pour subir en fait des expériences. Et ils vivent une vie totalement normale sur une île qui s'appelle Svetlana, qui est au milieu de l'océan Atlantique. Et tout d'un coup, alors que leur vie est assez belle et qu'en fait ils vivent une vie classique d'adolescents à l'université, des choses comme ça, il y a un nouveau gouvernement qui arrive au pouvoir et là il y a des choses qui commencent à changer et notamment leur existence commence à être remise en cause. Donc le premier tome est sorti en 2020, réédité avec une nouvelle couverture en 2022 et le tome 2 vient de sortir aussi. Donc c'est la suite directe en fait du tome 1 et il y a un 3e tome qui sortira normalement en 2024. Si tout va bien. Ok, top. Il est en cours d'écriture le 3e ou tu l'as déjà fini d'écrire? Alors, il est en cours de prise de notes.
En fait, là, je me laisse un peu de temps avant de me mettre vraiment à l'écriture du tome 3. Parce qu'il faut que je relise le tome 1 et le tome 2 pour pouvoir fermer vraiment toutes les boucles et pour pouvoir vraiment faire une fin que cette histoire mérite. Parce que j'ai la fin en tête, mais pour arriver à la fin, il me manque encore des éléments. Donc du coup, je vais prendre le temps là pour faire tout ça. Mais c'est sûr que ça va être une trilogie, quoi. Enfin, là, tu clôtures l'histoire. Ouais. Ouais, je clôture l'histoire avec le tome 3, c'est sûr. D'ailleurs, il faut que t'achètes le tome 2 tout vite. J'ai très envie de savoir la suite, maintenant que j'ai lu le 1. Bon, c'est déjà donc je me renseigne sur le 3 au passage. Oui, bah oui. Deuxième livre que j'ai sorti, donc ça c'est Cœur de Louvre, que j'ai sorti donc avec ma sœur grâce à une campagne de financement participatif. C'est un conte illustré. Ta sœur, faut le dire, fait des illustrations superbes. Ouais, c'est ça, c'est des illustrations pleine page, double page, c'est magnifique. Cyrielle a fait un boulot de dingue pour illustrer cette histoire. Donc c'est l'histoire en fait de Lumi, qui est une louve métamorphe, donc une humaine qui peut se transformer en louve, et qui est en fait la gardienne de Erwen, qui est l'esprit de la glace, donc dans le monde de Sirpa, donc un monde de fantasy. Et en fait son but à Lumi, ça va être de faire en sorte de sauver Erwen, qui est atteinte en fait d'un mal inconnu, et qui en fait provoque le déséquilibre du monde. Donc il y a une portée un peu écologique aussi derrière le conte. Trop bien. Une grosse portée aussi sur l'amitié, sur la loyauté, sur l'importance de la solidarité. Généralement c'est à partir de 8 ans. Avant c'est un petit peu tôt. Parce que l'histoire est quand même assez complexe, ouais. Ouais, c'est ça. Et bah ça reste. Moi, je l'ai écrit comme un roman en fait à la base, et après avec Cyrielle, on l'a retravaillé pour que ça s'adapte un peu plus aux illustrations aussi. Et le troisième roman, c'est Un jour. Alors, j'ai dit troisième, et en fait c'est le quatrième, c'est parce que il est sorti en troisième, mais c'est le quatrième. C'est ça. On s'en mêle. Oui, c'est ça. Non mais je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Alors ça n'a rien à voir avec les genres de l'imaginaire, quoique. C'est une romance dramatique. Et en fait, la particularité de cette romance, bon déjà, dramatique, ça veut dire qu'elle finit mal, je précise, je le dis toujours parce que les gens me posent toujours la question. Et en fait, c'est l'histoire de Luc et de Nina qui retrace via des rêves et des souvenirs les plus grandes étapes en fait, de leur vie de couple. Pendant que Nina est en fait dans le coma et que Luc est à son chevet. Donc voilà. Ok. Oui, donc ça n'a rien à voir avec tout le reste, en effet. Oui. Non. Après, il y a toujours un petit peu ce côté un peu onirique, un peu imaginaire. Oui, au final, oui, quand même. Il n'est pas forcément plus sombre. Les gens ont tendance à croire que justement, il va être assez sombre, mais il est assez porteur d'espoir. Moi, j'ai voulu que ce soit quand même une histoire d'amour très douce. Après, il y a quand même certains thèmes que j'ai voulu aborder parce que moi ça me touchait, comme pensée suicidaire, il y a eu un peu la toxicité aussi de certains gestes dans la relation, donc voilà, il y a quand même des choses mais il y a quand même des passages durs, mais c'est pas le fond de ton livre au final. Non, j'ai voulu vraiment que ce soit un peu poétique aussi, donc c'est un peu un ovni dans ma bibliographie, mais je suis super contente de l'avoir écrit. Non, mais c'est chouette. J'ai testé quelque chose. Non, c'est super chouette. Même le fait que vous ayez fait un conte illustré avec ta sœur, je trouve ça hyper c'était une super expérience. C'est trop top. Ah ouais, et puis c'était vraiment vraiment une très très belle expérience. On a été très professionnels. Il y en a beaucoup qui nous demandent mais ça n'a pas été trop dur de travailler en famille? Ouais. Pas du tout. En fait, ça s'est fait hyper naturellement. Moi, j'ai fini d'écrire. J'ai dit à ma sœur, j'ai pas envie de le sortir en roman classique, juste avec des pages blanches, tu vois. J'ai envie de faire avec des encarts. En fait, je voulais à la base que des petits encarts illustrés avec des petits dessins, un peu comme on peut voir dans Peter Pan ou Alice au Pays des Merveilles, tu vois, des trucs très simples. Et en fait, elle m'a sorti des doubles pages. J'ai dit, très bien, et partons là-dessus. Et c'est là où je me suis dit, ok, on va faire une campagne Ulule du coup pour pouvoir le financer, parce qu'on va pas pouvoir le financer nous-mêmes. On voulait... l'impression à la demande, c'était un peu compliqué sur un format comme ça. Donc on est passé par un imprimeur. C'est l'imprimeur qui nous a contactés en voyant ce qu'on faisait sur Instagram. Donc
bon, franchement, ça s'est super bien passé. On a appris plein de choses. Et puis ça s'est super bien passé, c'est trop bien. Enfin, parce que comme tu dis, non, ça peut être difficile des fois de travailler en famille. Et là, si ça s'est bien passé, c'est vraiment trop top, quoi. Ah ouais, non, pas du tout. Enfin, ça... Bon, on a eu des petits moments un peu plus stressants, je dirais. Oui, bah, c'est normal, il y a des désaccords aussi, mais ça reste pro. Voilà, quoi. Mais c'était minime, quoi. Et globalement, on s'en sort très très bien. Et aujourd'hui, on se partage en fait les frais. Donc non, il y a pas eu de souci en fait sur ce projet. Et même, du coup, suite à la campagne Ulule, on a sorti un tarot divinatoire. Oui, qui est trop beau d'ailleurs. Qui est lié en fait au conte. Merci. Et donc il y a 78 cartes que Cyrielle a illustrées, mais de façon merveilleuse. Elle a fait un boulot toujours aussi incroyable. Donc voilà, donc ça c'était pour les projets un peu qu'on a menés. On aimerait bien faire autre chose ensemble avec Cyrielle. On verra. Pour le moment, on n'a pas trouvé le projet. Oui, mais disons que la porte n'est pas fermée, quoi. Si vous avez une idée un jour, vous allez retravailler ensemble en tout cas. Ouais. Ça, c'est vraiment et puis moi, j'ai vraiment envie qu'elle fasse la plupart de mes couvertures aussi. Donc même si je suis en maison d'édition, je pense que je proposerai quand même à ce que Cyrielle travaille pour moi, pour mes couvertures, quoi. Bah du coup, c'est top. Donc être bien entourée, c'est pour moi en auto-édition, c'est la base, c'est hyper important, t'as raison. Ah ouais, ah non, c'est hyper important. Si t'es pas entouré, c'est plus difficile. C'est ça, faut prendre le temps de trouver tes bons correcteurs, tes bons bêta-lecteurs, tes bons illustrateurs. Et une fois que tu as ta petite équipe, après les autres projets roulent, quoi. Après c'est juste financièrement que ça peut bloquer, mais ça aussi avec les réseaux, il y a les campagnes, il y a plein de choses, donc il y a moyen de trouver moyen. Moi je sais que pour financer la couverture du coup de Wire, que je pouvais pas trop financer au début, la couverture de Wire 2, j'ai fait une campagne sur Utip. Ah ok. Donc en fait j'ai ouvert un compte Utip. Les gens donnaient un peu ce qu'ils voulaient et en fait en contrepartie ils étaient inscrits à un tirage au sort. Ok. Et pour pouvoir gagner une box en fait de lecture qui contenait donc Wire 1, Wire 2 et quelques petits goodies. Ah bah trop bien. J'avais vraiment envie de faire ça et en fait ça a super bien marché. Bon, j'ai pas gagné l'argent que j'espérais, mais ça m'a quand même permis d'avancer des frais. Ouais, c'était hyper intéressant. Donc ça a été une autre expérience encore. Bah, merci à toi en tout cas pour toute cette franchise, en tout cas. Moi, merci à toi aussi de m'avoir proposé, c'était trop chouette. Ah non mais j'essaye là de trouver des gens auto-édités qui font des expériences différentes et c'est trop bien parce que la tienne justement elle est encore différente des 3 personnes que j'ai interrogées avant, donc c'est super intéressant. Oui. Et du coup merci d'avoir pris le temps pour moi aujourd'hui. Et avec plaisir. C'est toujours super cool de pouvoir discuter de ça. Enfin, moi, l'auto-édition, ça me fascine et j'adore en parler. Et puis de donner des petits tips aussi à ceux qui ont peur de se lancer. Et juste de leur dire, déjà, soyez bien entourés. Choisissez bien les personnes avec qui vous voulez travailler. Et après, faites-vous kiffer, quoi. Juste, pas de pression. Il n'y a pas de limite, quoi. Ouais, il n'y a pas de limite. Après, forcément, on a tous envie que ça marche financièrement. Faut pas se leurrer. Voilà. Non, faut que ça reste une petite envie, mais faut pas que ce soit un objectif concret, sinon ça va être quand même de la déception. C'est ça. Faut pas partir. Il y a les succès en France, il y en a. Les succès en auto-édition, il y en a. Tout à fait. Mais c'est pas le cas de tout le monde et parfois ça prend un peu plus de temps. C'est ça. Faut pas s'inquiéter et faut pas baisser les bras en fait. Bon, je suis en plein montage, il y a le duvet qui sèche, il y a le mascara qui coule, il est 1h17 du matin, Gotham elle dort depuis 2h et je me rends compte que j'ai oublié de clôturer la vidéo. Du coup, en tout cas, je vous mets toutes les informations de Elodie H. Fredwell dans la barre de description. Je mets aussi les infos par rapport à sa sœur qui est illustratrice si ça vous intéresse. Pour ma part, j'ai sorti mon nouveau roman 21 Main Street et tout. Pareil, comme d'hab, la boutique est dans la barre d'infos. Et si vous avez des auteurs que vous aimeriez que je rencontre ou avec qui vous aimeriez que je discute, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Des auteurs auto-édités, ça m'intéresse de rencontrer du monde et de discuter des différentes expériences de chacun. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Moi je devrais aller me coucher, mais comme je suis une putain de teuteux, je vais encore passer 2 heures sur le montage parce que je ne sais pas le schlab. Voilà.
Donc il faut que je termine parce que je suis un peu toquée. En tout cas, merci encore à ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude pour qu'on gagne en visibilité. Je vous invite à aller suivre Elodie et sa sœur qui font un travail super cool. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.